Pendant la plupart de ma vie, chaque fois que j'ai eu des discussions ou des conversations avec quelqu'un, dès que je commence à mettre les faits sur la table, la discussion s'arrête. Et si j'essaie d'adoucir quelque chose, il m'écoute. Ne participe pas à des trucs aléatoires, c'est tout. Si je ne peux pas avoir une discussion sincère, je n'en aurai pas une fausse non plus. Simple. Mais ensuite, même moi, j'ai des inquiétudes, comme si c'était peut-être une réponse biologique après des années où ils ont pris soin de moi. Votre silence sera votre empathie. Il leur montrera combien vous vous souciez. Une relation peut se maintenir sur la fausseté. Elle continuera de se maintenir sur la fausseté. Apporter une vérité à l'autre signifie défier le faux, n'est-ce pas? La relation elle-même est fausse. Défiez la relation. Comment arrêter l'arrogance morale? Si je pense savoir ce qui est juste, est-ce mon devoir de vous le dire, même si cela brise les liens de notre relation? Tout dépend de l'intensité de votre amour. Il y a ceux qui sont prêts à écouter, et c'est bien de leur parler. Mais il faut beaucoup de cœur pour parler à ceux qui ne veulent pas écouter. Vous ne leur parlez pas. Vous voyez quelqu'un commettre les mêmes erreurs que vous avez faites dans le passé. Il y a une chance que vous soyez qualifié pour aider, et il y a un risque impliqué. Je viens de dire chance. Chance et risque. Bonjour, monsieur. Je suis Yesh. J'ai lu une de vos citations. Si vous voulez tester une relation, si vous voulez tester la qualité de votre entreprise, commencez à parler de choses réelles avec eux ou commencez simplement à bloquer les bêtises. Dans la plupart de ma vie, chaque fois que j'ai eu des discussions ou des conversations avec quelqu'un, chaque fois qu'il y a une discussion de surface ou quelque chose qui ne plonge pas en profondeur ou quelque chose relié au mensonge, alors tout le monde veut s'impliquer ils veulent donner leurs propres opinions, leurs propres croyances. Mais chaque fois que je commence à mettre des faits sur la table, ou essayer de mettre la vérité sur la table ou de les interroger, la discussion s'arrête. Ils ne veulent pas aller plus loin. Ouais. Un exemple récent peut être avec mes propres parents. Ils sont très accros au travail. Chaque fois que j'essaie de leur parler de leur santé, qu'ils devraient se concentrer davantage sur leur santé, ils essaient d'éviter la discussion. On en parlera à une autre date, par exemple. Et ensuite, la date ne vient jamais. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de discussion. Je ne suis pas capable d'avoir une véritable conversation profonde avec quelqu'un avec qui j'ai une relation ou avec qui je suis censé avoir une relation en tant que si je le crois. Et si j'essaie d'enrober quelque chose de sucre et d'essayer d'avoir une discussion, il m'écoute, mais ce n'est pas aussi profond qu'une vraie conversation que nous pourrions avoir maintenant. Alors, comment puis-je aborder ce problème? Vous savez, ne participez pas à des choses aléatoires. C'est tout. Si je ne peux pas avoir une discussion véridique, je n'aurai pas non plus une discussion fausse. Simple. Évidemment, vous ne pouvez forcer personne, encore moins vos parents, à participer à une discussion. Cela vous n'est pas possible. Civisme de base. Mais alors, vous ne pouvez pas non plus être forcé à participer à des commérages. C'est tout. Que le silence soit. Mais même moi, j'ai quelques inquiétudes, comme si c'était une réaction biologique après des années à s'occuper de moi. Peut-être que c'est une réaction. Votre silence sera votre empathie. Il leur dira combien vous vous souciez. Si vous, monsieur, si vous êtes un patient atteint de cancer et je discute des marchés boursiers avec vous, alors que vous avez été très réticent à obtenir même un diagnostic approprié, alors suis-je ton ami? Suis-je ton ami? Non. Le moins que je puisse faire est de ne pas participer à des discussions futiles. Cela leur dira que quelque chose d'autre est important. Quelque chose d'autre est important. Alors, mais encore une fois, pour prolonger cela, maintenant, actuellement, je suis sur le campus et ils sont à la maison. Et j'ai aussi d'autres membres de ma famille. Alors, comme
nous n'avons jamais eu de véritable discussion approfondie où je ne peux pas être sûr que les autres membres de la famille les questionneront de la même manière que moi. Peut-être qu'il y a un effet de chambre d'écho entre eux et ils ne sortent jamais de ce cycle et ne se remettent pas en question autant que moi peut-être je le ferais. Donc, pendant les courtes périodes, pendant les vacances ou chaque fois que je les appelle et essaie d'avoir des discussions, y a-t-il un moyen que je puisse peut-être essayer au moins de les faire se remettre en question? Il y a une voix, mais elle est exigeante. Hein? Vous voyez, si une relation peut se maintenir sur la fausseté, il continuera à se maintenir sur des faussetés. N'est-ce pas? Et dans une telle relation, ce sera très difficile d'amener l'autre à la vérité. Compris. Maintenant, la voie sera de mettre en jeu la relation elle-même. Voyez, si je suis quelqu'un qui ne veut pas affronter le fait de ma propre situation physique. À quel point serais-je honnête envers quelqu'un qui est mon produit physique, psychologique et économique? Vous voulez parler à l'autre personne dans la relation et vous voulez le faire à cause de la relation, n'est-ce pas? C'est mon ami, ou c'est mon père, ou c'est ma mère, donc je veux les aider. Et c'est le fondement même de la relation. Empêche toute vérité dans la relation, car une relation elle-même est fondée sur... Maintenant, si vous... Oui, la biologie, la physicalité, de nombreuses choses. Maintenant, si vous souhaitez apporter la vérité à l'autre, il peut être nécessaire que vous remettiez en question la relation elle-même. Apporter la vérité à l'autre signifie défier le faux, n'est-ce pas? La relation elle-même est fausse. Remettre en question la relation, cela pourrait être le seul moyen d'aider l'autre. Tant que la relation peut survivre avec brume, il continuera de préférer la brume. Alors, seulement lorsqu'il y a un ultimatum disant que si nous ne dissipons pas le brouillard, nous perdrons la relation. Alors l'autre est comme forcé de se réveiller, de reconnaître la conversation au moins. Nous sommes assis ici et dans ce sens. Nous avons une relation en ce moment, non? Nous interagissons, donc il y a une relation. Supposons maintenant que vous commenciez tous à me raconter des absurdités. En fin de compte, quel résultat ai-je? Je devrais me lever et m'éloigner, et je dirais, voyez, ils sont si nombreux. C'est une question de notre temps collectif. Tant d'heures de travail sont investies dans ce processus. Mais vous ne voulez pas écouter, n'est-ce pas? Comment puis-je vous communiquer cela? Comment puis-je vous communiquer que ceci est important? En fin de compte, comment puis-je communiquer? Je vais devoir me lever et au moins faire semblant de sortir. Non, mais c'est difficile. C'est exigeant. Voyez si vous aimez assez pour faire cela. Cela demande beaucoup d'amour. Ironique, non? Menacer de perturber une relation demande en fait beaucoup d'amour dans la relation, sinon
Nous devrons dire « Je vous aime trop pour laisser ce genre de relation se poursuivre. » Monsieur, pouvez-vous expliquer ce qu'est exactement l'amour? Au niveau le plus fondamental, cela doit être à nouveau lié à la condition humaine fondamentale elle-même. Vous n'avez pas raison? Vous voulez avoir raison. C'est l'amour. Vous souffrez, vous ne voulez pas souffrir. C'est l'amour. Vous êtes en servitude, vous voulez voler dans le ciel. C'est cela l'amour. Au niveau intérieur. Entre les personnes, celui qui peut vous aider à voler dans le ciel est celui. Est-ce le un? Vous devez aimer. Au lieu de cela, nous nous retrouvons souvent à aimer ceux qui nous proposent avec des chaînes. Non? Viens de me tenir la main. Je vous donnerai un manoir dans lequel vivre toute la journée. Et vous penserez que c'est un grand amour. Non, on vous enferme dans un manoir. Alors, une autre question. Quand vous lui avez dit que parfois nous devons être audacieux pour remettre en question notre propre relation, que si cela n'arrive pas, je m'en vais, cela ne renforce-t-il pas eux ou cela ne tue-t-il pas leur propre libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. S'il y a du libre arbitre, alors ils sont déjà libres. Alors, pourquoi avez-vous besoin de perturber la relation? Comment une entité non libre peut-elle avoir un libre arbitre? Vos désirs, vos pensées, vos espoirs, vos ambitions, ils sont tous conditionnés. Ils ne sont pas libres du tout. Tradition, influence des médias, biologie, film, culture, ils décident même de vos affaires les plus intimes. Où est vraiment la liberté? Alors, ce n'est pas une question de libre arbitre, car il n'y a pas de libre arbitre. Mais, monsieur, qui suis-je pour forcer quelqu'un? C'est une bonne question à répondre. C'est une bonne question à répondre. Oui, l'enfant est... Mettre son doigt dans la prise électrique. Qui êtes-vous pour l'en empêcher? Laisse l'enfant exercer son libre arbitre. Qui êtes-vous? Et évidemment, la question n'est pas seulement rhétorique. Car tout d'abord, vous devez être plus mature que l'enfant. N'est-ce pas? Il est en fait possible que l'enfant ne fasse rien de mal, et que vous soyez pire que l'enfant, et que vous éloigniez l'enfant, ou que vous le gifliez, ou que vous fassiez quelque chose. Très stupide. Donc vous devez décider si vous êtes vraiment en mesure d'aider. Dans ce même concept, comment arrêtons-nous l'arrogance morale? Comment puis-je comprendre si je pense savoir quelque chose qui est juste? Est-ce mon devoir de vous le dire, même si cela vous blesse gravement? Pas gravement, même si cela vous blesse beaucoup, même si cela brise les liens de notre relation, est-ce toujours mon devoir? Tout dépend de l'intensité de votre amour. Vous voyez, si vous parlez à quelqu'un qui ne le souhaite pas, et lui dire des choses qu'il n'est pas encore assez mûr pour apprécier, cela le blessera et il se défendra. Donc cela dépend de l'intensité de votre amour, si vous voulez souffrir de la riposte. Comprenez-vous? Il y a ceux qui sont prêts à écouter, et il est bon de leur parler. Mais il faut beaucoup de cœur pour parler à ceux qui ne veulent pas écouter. Vous ne leur parlez pas,
vous ne leur parlez pas. Tout d'abord, vous les poursuivez. Parce qu'ils ne viendraient jamais à vous d'eux-mêmes. Donc tout d'abord, il faut beaucoup d'endurance pour les poursuivre. Et toujours les poursuivre. Parce qu'ils veulent s'enfuir. Même si vous les rassemblez d'une manière ou d'une autre, ils veulent s'enfuir. Il y a donc toujours un peu de coercition impliquée. Et puis, si vous les avez rassemblés et que vous leur parlez, cela va leur faire mal. Et il y aura une réaction, une rétorsion. Ce qui reste à voir, c'est combien pouvez-vous souffrir pour leur cause. C'est là que votre amour est mis à l'épreuve. Eh bien, ce n'est pas une obligation d'ailleurs. Vous pouvez toujours dire « Je ne parlerai qu'à ceux qui veulent écouter. Pourquoi devrais-je risquer mon propre bien-être, ma propre tranquillité, parfois même ma propre vie? Pour les idiots réticents, vous pouvez toujours dire cela. Un moment arrive où vous ne voulez plus dire cela. Un moment arrive où vous vous trouvez incapable de le dire. Un moment arrive où vous constatez que vous ne pouvez pas vous empêcher de risquer votre propre bien-être parce que quelque chose est tout simplement si important, si urgent. Ça mérite peut-être un sacrifice. Oui. Alors, quand vous avez mentionné que pour changer quelqu'un d'autre, vous devez être mature vous-même. Mais que voulons-nous dire exactement par mature? Dans le cas d'un petit enfant, par exemple, un tout petit, il remet beaucoup de choses en question. Peut-être que les parents, ils ont pu se poser ces questions quand ils étaient tout petits, mais ont peut-être oublié. Et puis, ils apprennent de nouvelles choses grâce aux tout petits, grâce à ces questions. Ou un autre exemple est si nous avons des animaux de compagnie, en observant ce que les animaux font chaque jour, nous pouvons apprendre sur notre propre biologie de base, qui pourrait être commune entre nous, nos besoins et des choses comme ça. Donc, dans ce cas, le tout petit ou l'animal de compagnie, généralement, nous ne les considérons pas comme plus matures qu'un adulte. Oui, mais vous êtes plus mature parce que vous pouvez apprendre en regardant le chien. Et le chien ne peut pas apprendre en vous regardant. Donc vous êtes plus mature que le chien. Et dans le cas du tout petit, alors le... Même chose. Même chose. Un bon indicateur est si vous pouvez regarder l'autre et voir votre ancien moi là-bas. Alors il y a une chance réaliste que vous ayez mûri. Quand vous regardez l'autre et que vous voyez votre ancien moi là-bas, le moi que vous avez dépassé. Hein? Ensuite, il y a une chance réaliste que oui, vous soyez bien placé pour aider. Vous voyez quelqu'un commettre les mêmes erreurs que vous avez faites dans le passé. Il y a une chance que vous soyez qualifié pour aider. Et il y a un risque impliqué. Je viens de dire chance. Chance et risque. Oui? Alors, je voulais approfondir le problème de la vérité. C'est un problème, certainement pas une conclusion. Numéro 1, si je dis que nous tous, ici, promettons que nous promettrons notre allégeance à la vérité et rien que la vérité dorénavant. Numéro 1, la question qui se pose est comment savons-nous que cette vérité dont je parle n'est pas simplement une amplification de mon propre biais? Et 2, si je découvre une autre vérité, ça je découvre que ce que je croyais était faux et maintenant ce que je crois est la vérité, comment puis-je savoir que cela n'est pas également faux? Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'un rejet progressif de la fausseté. Il n'y a rien qui s'appelle la vérité. Pas de point, pas d'image, pas de destination, pas d'énoncé, rien. Il n'y a rien qui s'appelle la vérité absolue. Et c'est pour cela
que les véritables écritures utilisent des mots très particuliers pour la vérité. Laissez-moi venir du côté des Upanishads. Ils diront अकथ्य, ne peut pas être parlé. अनिर्वचनीय, अगेन, Encore une fois, ne peut pas être parlé. अकल्पनीय, Impossible à imaginer, असंग, pas sans compagnie. अस्पर्श्य, Pas dis- अनिकेत, jamais hébergé dans aucun lieu ou aucune géographie. Pour que vous ne créez pas une image autour de la vérité. Donc, de plusieurs façons, ils vous avertissent, ils vous mettent en garde. Tout ce que vous pouvez penser, connaître, imaginer, chanter, n'est pas la vérité. Jamais. Oubliez la vérité, osez le faux. Et parce que vous ne voulez pas regarder la fausseté intime, imaginez et spéculer sur une vérité lointaine, n'est-ce pas? Un feu lointain là-bas. C'est la vérité, regardez là-bas, afin que vous n'ayez pas à vous regarder vous-même. Et cela nous amène également à la définition d'une véritable écriture. Ce n'est pas comme une carte vers une destination. C'est comme un miroir sur vous-même. Tout livre qui agit comme une carte doit être rejeté en tant qu'écriture. Ce n'est pas une écriture. Une écriture est un livre qui dit « Regarde-toi » et dit cela de 1000 façons. Un miroir, pouvez-vous regarder votre propre visage? C'est une écriture. Un miroir ne vous dit rien. Il ne vous dit pas quelle est la vérité, mais il vous dit à quel point vous êtes faux, à quel point le visage est corrompu. Non? C'est ce que fait la véritable écriture. Elle ne vous dit jamais la vérité. Tout livre qui prétend contenir la vérité doit être immédiatement rejeté. La vérité ne se trouve dans aucun livre. Mais oui, il y a de grands livres qui méritent d'être appelés écritures et qui peuvent vous inspirer à défier la fausseté. C'est tout ce qu'un livre peut faire. Mais serait-il juste de dire que nous atteignons quelque chose que nous ne comprenons pas en rejetant tout ce que nous comprenons? Vous n'avez pas à rejeter tout ce qui existe. Tout ce que nous savons est-il faux? Oui, examen est le mot. Enquête est le mot. Vous ne pouvez pas aborder quelque chose avec un esprit prémédité. Je vais le rejeter. C'est un préjugé. C'est un préjugé, pas une enquête. Hein? Ce n'est pas un commandement. Rejetez, rejetez, rejetez. Le mode de vie et la nature de la conscience est de savoir. Maintenant, si ce savoir aboutit à un rejet, très bien, très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Daksh et je n'ai pas dit Namasté parce que le vrai sens de Namasté, je l'ai découvert quand j'ai rejoint les sessions Gita. Pas seulement le vrai sens de Namaste, mais beaucoup plus de choses que j'ai faites et que les mots que j'utilise habituellement pour aborder beaucoup de choses et beaucoup de gens, beaucoup de choses ont changé. Et la chose principale que je peux dire qui a changé en moi est que je ne respecte pas tout le monde. Je respecte ceux qui ont la capacité aimer vraiment la vérité. Si vous êtes celui qui écoute encore les vidéos sur YouTube et qui fait juste défiler les courts-métrages en pensant qu'ils ont la capacité et le droit de connaître toute la vérité, je suis désolé de dire que vous n'y êtes pas.
Si vous êtes du genre à flirter et que vous ne savez faire que ça, alors vous pouvez continuer à regarder les courts-métrages toute votre vie. Mais si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui peut vraiment aimer la vérité, alors je vous recommande vivement de rejoindre les sessions de la guitare, car c'est ce dont la jeunesse, l'homme ordinaire a besoin, la vérité. Merci.